Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Mélissa Michaud, chargée de communication de Respect Océan. Je vous remercie d'être présent pour notre webinaire du jour qui vous permettra de découvrir Ecoplage, qui est une entreprise qui étudie, conçoit et installe des systèmes de drainage de plage, à la fois pour lutter contre l'érosion ou pour valoriser l'eau de mer. Donc, Ecoplage est représenté aujourd'hui par Christelle Breton, qui va commencer par vous présenter les actions de l'entreprise pendant 15 minutes. Puis nous aurons un temps d'échange d'à peu près une quinzaine de minutes aussi pour vous permettre de poser vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans la messagerie pendant la présentation de Christelle. Et nous avons également reçu quelques questions en amont que nous relierons. Donc, Christelle, je te laisse la parole. Merci Mélissa et merci à Respect Océan de nous permettre d'assister et de participer à des web rencontres. C'est toujours intéressant de découvrir ce qui se fait, les solutions, etc. Donc merci beaucoup. Donc je suis Christelle Breton de la société Ecoplage. Alors je sais pas. Du coup, je partage mon écran, c'est ça? Donc, rapidement, Ecoplage est une société qui réalise, spécialisée dans le drainage de plage pour plusieurs applications, lutter contre l'érosion des plages et ou, selon les besoins, valoriser l'eau de mer. Le littoral est une frontière donc, entre la mer et la terre et elle subit de nombreuses contraintes, notamment donc, une pression, on va commencer à droite, une pression au niveau des plages, l'érosion. L'érosion peut être due à plusieurs phénomènes. Ça peut être donc plus récemment lié à du changement climatique, à plus de tempêtes, à une augmentation du niveau de la mer, mais ça peut également être dû à un manque de sédiments, soit dû à des changements sur le littoral, par exemple la construction d'un port, ou les barrages qui, par exemple, bloquent également l'arrivée des sédiments sur nos côtes. Voilà, il y a plusieurs raisons qui font qu'actuellement, 70% des plages du monde sont en érosion. Donc, c'est une réelle problématique que rencontrent les plages. Et de l'autre côté, il y a le littoral a un attrait important. Il attire énormément de monde et du coup, il y a de plus en plus de monde à habiter sur nos côtes. Actuellement, on est environ, selon l'INSEE, à 70% de la population mondiale qui habite à moins de 150 km de la mer. Et ce chiffre tend à augmenter d'année en année. Alors, l'urbanisation, ça engendre, donc ça amène plusieurs pressions à elle seule. Donc, ça amène une fixation parfois du trait de côte, mais ça amène également, du fait de l'augmentation de la population, une augmentation des besoins. Donc, des besoins énergétiques, des besoins en eau douce pour justement répondre à cette augmentation de la population. Donc, ces deux pressions entraînent des enjeux écologiques et humains qui sont importants et qui se rencontrent. Alors, à Ecoplage, qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous mettons en place un réseau de drains sous la plage, parallèle à la mer, donc parallèle au trait de côte, enfoui sous la plage. Donc voilà, ce réseau de drains permet donc de recueillir de l'eau de mer, d'assécher l'estran à ce niveau-ci. L'eau s'écoule dans ces drains jusqu'à un puits de collecte au centre du système, où l'eau ensuite s'écoule également jusqu'en haut de la plage dans une station de pompage. Donc on appelle ça station de pompage, mais on pourrait l'appeler station de relèvement, car jusqu'à cet endroit-là, l'eau s'écoule vraiment uniquement par gravité. Les pompes en haute plage ne servent qu'à relever l'eau, soit pour la renvoyer en mer quand il s'agit de lutter contre l'érosion uniquement, soit renvoyer l'eau vers des infrastructures qui ont un besoin en eau de mer. Donc voilà comment fait notre système. Comment il a été inventé? En fait, au Danemark en 1982, un bureau d'études danois a été contacté pour alimenter un aquarium en eau de mer, un aquarium scientifique. Et l'ingénieur chargé du projet, Hans Westerby, a choisi de mettre en place un système de drain pour éviter plusieurs choses, pour éviter d'avoir des systèmes de filtration supplémentaires à mettre. Il s'est dit, la plage servira de filtre. Et en plus, ça permettait d'éviter les travaux sous-marins. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils se sont rendus compte à ce moment-là, plusieurs mois plus tard, que la plage avait eu tendance à s'élargir. Ce n'était pas une plage qui était particulièrement sujette à l'érosion, mais en tout cas, ils avaient repéré ce phénomène. Ils ont donc recréé un autre système un peu plus loin et ont observé les mêmes effets. Donc, c'est là qu'ils ont fait le lien entre le drainage et la lutte
contre l'érosion, ou en tout cas la protection des plages. Alors, comment ça fonctionne? Comment des drains peuvent aider à lutter contre l'érosion? Il faut se dire que le réseau de drains, c'est un peu comme une attelle qu'on mettrait à la plage. Une plage en bonne santé, elle va être capable de s'assécher naturellement lorsque la mer se retire ou après des tempêtes selon les façades maritimes. Et lorsque le niveau de la plage est trop bas ou que les échanges avec le haut de plage, le grignotage de la dune par exemple lors des tempêtes pour réétaler sur l'estran, tout ça n'est plus possible et que le niveau s'abaisse, la nappe dans la plage a tendance à venir s'écouler sur l'estran. C'est parfois visible, ça fait une espèce de miroir d'eau, entre guillemets. Et cette zone saturée en eau, elle a tendance à accélérer l'érosion de plusieurs manières. Les écoulements qu'on observe, c'est effectivement du sable qui part en mer en continu quasiment. Donc, c'est de l'érosion. Et également, une plage saturée en eau, la vague arrivera et repartira avec autant d'énergie. Comme une balle de tennis, sur du sable mouillé, votre balle de tennis aura tendance à rebondir, elle ne perdra quasiment pas d'énergie. La vague, le reflux de la vague, c'est la même chose. Sur une plage mouillée, ça va être comme contre un mur. Elle repartira en arrachant, en amenant avec elle plus de sable lors des tempêtes. Et par temps plus calme, en tout cas, elle déposera beaucoup moins de sable en suspension, voire pas du tout. Sur une zone sèche, votre balle de tennis, et il en est de même pour le reflux de la vague, elle a tendance à perdre de l'énergie grâce justement aux interstices entre les grains de sable. Donc, sur une plage sèche, la vague aura tendance à repartir avec moins d'énergie lors des tempêtes, donc à enlever moins de sable et surtout, en temps plus calme, à déposer ces sédiments qu'il y a en suspension dans la vague. Donc, c'est le deuxième effet. Et le troisième, c'est que sur la zone sèche, l'effet éolien va pouvoir opérer. Et le sable, donc le vent venant souvent quand même de la mer, le sable aura tendance à être repoussé en haut de plage ou au niveau des dunes pour recréer un stock tampon. Donc voilà en quoi le drainage peut aider la plage à retrouver un profil d'équilibre. On ne va pas créer une plage hyper large alors que ce n'est pas sa nature. C'est vraiment aider la plage à retrouver un fonctionnement d'équilibre qui permet de perdre un petit peu pendant les tempêtes, mais de bien récupérer entre chaque tempête. Donc, en limitant l'écoulement de la nappe, en diminuant l'énergie du reflux des vagues et en favorisant le transport éolien. Donc, voilà à quoi servent les drains, donc à cet assèchement et cette stabilisation de la plage. L'avantage du système comparé à certaines autres méthodes, c'est que donc il est tout à fait invisible, enfoui et silencieux. Un avantage que nos clients, qui importe pas mal nos clients, en tout cas les collectivités, c'est que ça améliore la capacité d'accueil de la plage. C'est vrai que ça donne une plage plus sèche, donc plus de touristes potentiels ou sur la plage. Et il n'y a pas d'impact négatif sur le littoral. On ne bloque pas les échanges sédimentaires. On favorise un fonctionnement qui devrait être, on va dire, naturel, mais on ne bloque pas ce qui impacterait potentiellement les littoraux suivants. Là, ce n'est pas le cas. On laisse vraiment les échanges se réaliser. Je dirais même on favorise ces échanges-là. Alors, l'eau dans les drains, on ne pompe pas l'eau dans les drains. Je le redis, c'est vraiment par gravité que l'eau s'écoule dans ces derniers. Et ce qui permet donc de respecter la vitesse d'écoulement de l'eau dans la plage et donc d'avoir une filtration très importante. On a vraiment une eau de mer qui, donc la chimie ne change pas, mais par contre, il n'y a aucune particule en suspension, on n'a pas de d'algues ou, je sais pas, de micro-organismes présents. Donc, ça permet de l'utiliser directement sans avoir besoin d'ajouter de filtres supplémentaires pour différentes applications. Soit ça peut être donc directement pour de la pisciculture, pour des aquariums, pour des bassins de piscine ou de thalassothérapie. Ça peut également servir à oxygéner des ports ou des lagunes. Elle peut également être directement utilisée par des pompes à chaleur qui permettront de faire ce qu'on appelle de la thalassothermie. C'est-à-dire, donc, c'est de la climatisation. Quand je dis climatisation, c'est ou du chaud ou du froid, ou parfois les deux avec la même pompe à chaleur, pour chauffer ou climatiser du coup des bâtiments ou des piscines directement, etc. L'eau des drains donc, peut être également utilisée pour faire de l'eau potable. En France, c'est un peu plus compliqué au niveau de la législation, mais voilà, à l'étranger, c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire.
Donc voilà différentes applications. On peut imaginer toute utilité que pourrait avoir l'eau de mer. Ça permet d'utiliser, donc c'est pour des infrastructures proches du littoral. L'idée, c'est d'utiliser une ressource qui est juste là, à côté, et qui est disponible, et de l'utiliser de manière raisonnée. Donc le gros intérêt comparé à d'autres prises d'eau de mer, c'est vraiment ce côté filtration que permet le sable de la plage. C'est un filtre à sable géant qu'on n'a pas besoin d'entretenir en fin de compte. Donc ça permet des économies déjà d'installation, de mètres carrés gagnés pour les clients, les infrastructures, mais également des économies d'énergie parce que donc ces filtres sont à nettoyer, à changer parfois, etc. La filtration permet également de résoudre de nombreuses problématiques d'encrassement qui sont parfois visibles avec des crépines en mer. Ces crépines en mer qui nécessitent des travaux sous-marins, que ce soit pour la mise en place ou parfois pour l'entretien, pour aller vérifier ou changer, remettre des filtres, qui engendrent parfois, il y a des petits soucis on a vu ça nous au niveau de Saint-Jean-de-Luz avec des crépines abîmées avec la pêche, c'est des choses qui arrivent. Donc, le fait que le système soit tout à fait enfoui sous la plage, voilà, ça permet d'éviter ce genre de problématiques et on les positionne de sorte à ce qu'il y ait de l'eau en permanence pour le client. Donc, voilà pour la partie valorisation de l'eau de mer. Je vais vous parler donc d'un exemple assez complet qu'on a eu la chance de réaliser il y a maintenant quelques années. C'est le système que nous avons mis en place à La Baule. Nous avons mis en place donc un réseau d'1 kilomètre de drain. Donc 1 kilomètre de la plage est protégé grâce au système à l'endroit de la baie du Pouliguen où il y avait le plus d'érosion. Donc les résultats sont déjà visibles au niveau de la collectivité et de l'entretien de la plage. Une petite portion de l'eau recueillie dans les drains, à peine 10%, est utilisée pour alimenter les bassins en eau de mer d'un centre aquatique qui s'appelle l'Aquaball, et également alimenter la pompe à chaleur de cet établissement. Donc, cette pompe à chaleur et l'eau de mer permettent de chauffer et les bassins, donc l'eau qu'on alimente également, et les bâtiments. Et depuis 1 an, il y a également la thalassothérapie rivage qui utilise une petite partie de l'eau pour alimenter les bassins et leur pompe à chaleur également. Voilà un des exemples, l'exemple même, je dirais, le plus complet qu'on ait eu la chance de faire jusqu'à présent. Pour revenir sur Ecoplage, donc Ecoplage, on existe depuis 1996. Nous avons depuis donc mis en place 12 systèmes, 11 en France et 1 à Dubaï. Nous avions également fait un prototype à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en 2013-2014 pour prouver justement la filtration du système et sa compatibilité avec les pompes à chaleur et les unités de dessalement pour faire de l'eau potable. Donc voilà, vous avez une petite carte sur où se trouvent les systèmes installés en France. Donc certains systèmes sont comme la Baule, le système de la Baule peut servir et à la lutte contre l'érosion et à l'utilisation de l'eau de mer. On a également des systèmes qui ne sont mis en place uniquement que pour lutter contre l'érosion et d'autres qui sont mis en place uniquement pour utiliser l'eau de mer. Donc, nous sommes une équipe de 4 personnes. Donc, il y a Karl Linderoth, qui est le fondateur et président de la société. Laurent Geste, qui est donc le directeur général, qui est ancien directeur, on verra tout à l'heure, d'ATP, donc une société de travaux publics de canalisation eau potable et eau usée. Donc, il y a une certaine expertise dans ce domaine. Arnaud Ballet, qui est donc notre directeur des études et qui, lui, est docteur en océanographie. Et puis, donc, moi, qui suis chargée d'études. Voilà, je suis géologue marin à la base et puis après, voilà, dans cette petite équipe, on est amené à faire beaucoup de choses. Et donc, notre partenaire historique qui réalise nos travaux, en tout cas en France, c'est Atlantique Travaux Publics, la société dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est spécialiste en canalisation eau potable et eau usée. Comment on fonctionne pour la mise en place d'un système? Lors d'une première rencontre avec le client, on réalise une évaluation de potentialité. On se rend sur place avec le client, parce que donc chaque plage est unique et fonctionne de manière différente. Ça nous permet de voir si on pense que le système est adaptable à la problématique et à la plage. Donc, c'est une petite étude gratuite, vraiment de quelques pages. C'est histoire de ne pas faire perdre de temps ni aux clients ni à nous. Voir, voilà, on pense que c'est possible.
Si c'est le cas, on peut passer à l'étude de diagnostic qui, elle, donc, est plus poussée avec des sondages réalisés sur la plage qui nous permettent de voir un petit peu les différentes couches géologiques de la plage pour se donner une idée du débit qu'on pourrait avoir si la question est un besoin en eau de mer ou également de voir l'efficacité potentielle du système sur la lutte contre l'érosion. Et si cette étude est positive, on passe dans un package de conception-réalisation, donc avec une nouvelle étude, les demandes réglementaires, puis la réalisation du chantier avec la société. Nous avons les brevets sur le système écoplage, ce qui nous permet donc de ne pas forcément passer par les appels d'offres, mais de proposer directement cette solution qui peut être envisagée selon la configuration, soit toute seule, soit avec d'autres solutions en amont avant la mise en place du système, soit en même temps de coordonner avec d'autres solutions qui existent sur notamment la lutte contre l'érosion. Voilà, je vous ai fait une brève explication de qui on est et ce qu'on fait. Donc, je vais vous laisser parler à votre tour, poser les questions si vous en avez. Merci Christelle pour cette présentation. On a en effet quelques questions qui sont arrivées pendant que vous nous présentiez Écoplage. Et la première est en lien avec votre dernière slide, donc sur la démarche. Est-ce qu'il est possible d'installer du coup le système de drainage sur toutes les plages ou est-ce qu'il y a des prérequis géologiques? Bien sûr. Alors, merci pour cette question. Donc, effectivement, chaque plage étant unique, même si le système, c'est du sur-mesure et qu'on fonctionne vraiment, c'est un système par plage, on apprend à chaque fois, il faut au minimum que ce soit donc une plage, pour la lutte contre l'érosion en tout cas, une plage de sable et qui ait une profondeur de sable suffisante pour qu'on puisse mettre le système et mettre le système en sécurité. Si on le met à 50 cm de la surface, malheureusement, il y a des risques qu'aux prochaines tempêtes, malgré l'ancrage, qu'il s'en aille avec. Donc, il faut qu'on puisse le mettre à une certaine profondeur qui va dépendre des mouvements de la plage. Si la plage peut bouger très rapidement et à des hauteurs importantes, on va le mettre plus profond, etc. Donc, il faut qu'on ait plutôt 3 mètres de sable. S'il y a de l'argile, ça se discute, etc. Mais en tout cas, il faut qu'on ait du sable. Il ne faut pas qu'il y ait un platier rocheux à 1 mètre, par exemple. Sinon, on ne pourra pas mettre le système, en tout cas pas en l'état et pas en sécurité. D'accord. Du coup, une question qui sera liée à l'impact de la pose des drains. Comment, en dehors des plages nettoyées à la cribleuse, vous évaluez l'impact justement de cette pose sur les écosystèmes de l'estran? Alors, pour être honnête, on n'a pas fait je crois qu'il y a des études qui existent vraiment très précises sur l'impact de chaque action, on va dire, sur la plage. Nous, les travaux vont durer au maximum 3 mois dans leur globalité, avec la partie sur l'estran qui va durer à peu près 1 mois, enfin seulement entre guillemets 1 mois, et le drainage, donc qui prend pour le coup le plus de place selon la taille du système. Elle va durer entre quelques jours et 2 semaines pour vraiment nos plus longs systèmes. Donc, c'est vrai que ça amène un bouleversement pour l'estran à ce moment-là. On essaye de faire ça à des périodes les moins problématiques pour l'estran. En amont des travaux, on fait réaliser en tout cas, parce qu'on n'est pas biologiste, des études d'impact. Donc voilà, on cale les travaux à un moment où c'est le moins impactant. Et ce qu'on a pu observer jusqu'à présent, c'est que déjà, on travaille majoritairement sur des zones très urbanisées, donc avec assez peu de faune et de flore, malheureusement, mais parce qu'en même temps, on ne va pas aller protéger une zone qui peut se débrouiller toute seule et où la nature continuera à agir toute seule. Donc cette partie faune et flore, lorsqu'il y en a, reprend très vite ses droits en fin de compte après les travaux. Ok. Un peu dans le même sens, est-ce que du coup vos installations font l'objet d'un suivi scientifique dans le cadre de l'adaptement des littoraux au changement climatique? Alors, après tous nos systèmes, il y a un suivi. Alors qu'on ne réalise pas nous pour ne pas être jugé parti. On prend parfois le relais plusieurs années après quand la collectivité ou quand la collectivité souhaite arrêter le suivi, ils l'ont suivi, mettons 5 ans, ils souhaitent arrêter. Nous, il nous arrive de prendre le relais pour notre connaissance, pour continuer à bien comprendre. Mais en général, c'est réalisé par des universités, effectivement, voir comment la plage évolue. Université ou société bureau d'études. Hein.
Et donc, effectivement, tous nos systèmes mis en place pour la lutte contre l'érosion sont suivis ensuite quelques années. Ça dépend après, la durée peut dépendre, mais quelques années pour voir justement l'impact sur la plage et son évolution. Est-ce que du coup, les systèmes de drains sont à changer tous les 10-15 ans ou c'est quelque chose qui va être vraiment durable dans le temps? Alors, c'est périn, en tout cas, au niveau des systèmes qu'on a déjà mis en place. Pour vous dire, le système qui a été inventé au Danemark, le tout premier en 81 ou 82, il est toujours en place, toujours en fonctionnement. Nous, sur l'expérience proprement parlée d'écoplage, le premier système qu'on ait fait, il a été mis en place au Sable d'Olonne en 99. Et il n'y a eu que 2 interventions à réaliser dessus et des interventions dues à l'échouage d'un cargo pour remettre le cargo à l'eau, ils ont dû creuser la plage et casser du coup les drains. Donc voilà une des interventions, mais qui n'était pas liée qui est liée à vraiment quelque chose de ponctuel. Et une autre en 2013-2014, il y a eu cette façade-là, il y a eu une quantité de tempêtes à la suite très très importante et le niveau n'a jamais été aussi bas. Et voilà, il y a eu une petite portion de 20-30 mètres à reprendre à un endroit. Mais sinon, une fois que le système est mis en place à une profondeur suffisante, il n'y a pas à y toucher, le drainage continue, l'eau continue d'être bien filtrée et voilà, normalement, on n'a plus à y toucher après pendant un certain temps. En tout cas, je ne peux pas vous dire pendant combien de temps vu qu'on n'est pas arrivé aux limites. Ok, merci. On a reçu une question dans la messagerie qui vous demande combien représente le coût d'une telle installation et qui contribue au financement, si c'est la commune, le département, la région ou l'État. D'accord. Alors, le coût, vu que chaque système est unique, il dépend vraiment de la longueur du système. C'est pas forcément proportionnel au nombre de mètres de drain, parce que, par exemple, il y a la station de pompage qui est, dans tous les cas, à réaliser, qu'on essaie en plus d'intégrer dans des structures existantes au maximum. Donc ça, c'est un coût incompressible presque. Donc, si c'est un petit système, il y aura quand même ce coût-là important. Pour vous donner une idée, le système qu'on a réalisé à La Baule, qui fait à peu près 1 kilomètre, a coûté à peu près 1,5 million, à peu près. Et donc, qui finance ce type de procédé? Donc, ça va dépendre de notre client. Lorsqu'il s'agit uniquement d'un besoin d'eau, ça peut être des privés, donc des groupes de thalassothérapie, par exemple. C'est l'exemple le plus concret qu'on ait eu actuellement. Et pour tout ce qui est lutte contre l'érosion, ça va être effectivement les collectivités. Donc, ça dépend à quelle échelle se trouve la protection de la plage. C'était pas mal les communes, ça devient de plus en plus des communautés de communes qui sont aidées grâce à l'Europe, grâce à la région pour financer ce genre de projet. Ok, merci. Alors, je regarde. N'hésitez pas à poser vos questions dans la messagerie. Moi, j'en avais reçu une pour connaître vos perspectives de développement, puisqu'on a vu que vous avez des projets déjà sur plusieurs façades littorales en France, et du coup, connaître vos futurs projets, vos ambitions pour la suite. Alors effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais Karl Linderoth, notre fondateur, avait ciblé, donc lui, il est suédois à la base, il avait ciblé la France pour ça, dans le sens où vu qu'il y a 3 façades maritimes, il souhaitait qu'on prenne la France parce que justement ces 3 façades permettaient d'avoir une bonne idée que si ça fonctionnait, ça pouvait fonctionner quand même majoritairement dans tout le monde. Donc, nos perspectives, ça va être peut-être plus le développement sur le côté valorisation de l'eau de mer, particulièrement sur la thalassothermie, la chaleur, parce que donc l'énergie est un réel sujet, hein, surtout en ce moment, et que la thalassothermie, que ce soit via écoplage ou via d'autres moyens, est une réelle solution d'utiliser une énergie qui est locale et disponible. Donc pour nous, c'est un vrai axe d'avenir. Et après, sur la partie, donc, que ce soit lutte contre l'érosion ou autre, on a souhait de continuer à se développer en France et de continuer à se développer à l'étranger, que ce soit donc aux Émirats où on a déjà donc un système à Dubaï, mais on a également des projets au Cap-Vert. Voilà, on a souhait de se développer sur l'international un peu plus. Est-ce que du coup, votre développement à l'international se base sur des appels à projets ou pardon, ou c'est une démarche de Alors, contact c'est plutôt une démarche commerciale. On surveille et on a répondu à quelques appels à projets. Mais c'est vrai qu'on a remarqué pour nous, ce qui avait l'air de mieux fonctionner, c'était vraiment voilà,
une démarche, on va dire, oui, commerciale et d'échange avec une personne sur place qui connaît le fonctionnement du pays et de comment ça fonctionne. On a vraiment à cœur voilà, de valoriser ce savoir sur place pour connaître les gens. Puis après, c'est des opportunités de rencontres de diverses manières. Ok, super. Alors, je regarde si on a reçu d'autres questions. Pour l'instant, non. N'hésitez pas, on a peut-être le temps pour une dernière question, sauf si vous aviez un dernier message, un dernier mot à nous partager avant de conclure ce moment. S'il n'y a pas de questions, effectivement, d'autres questions peuvent arriver plus tard. Mon mail était au début de la présentation et bien sûr, on pourra vous le retransmettre si vous avez des questions. Il n'y a aucune mauvaise question ou même un échange. Ou voilà, tout échange est bon à prendre et il ne faut surtout pas hésiter. N'hésitez pas à mettre votre adresse dans le chat si vous voulez. Et nous, de toute façon, Oui, on mettra le replay de ce webinaire sur YouTube avec votre lien LinkedIn dans la barre de description pour que vous puissiez poursuivre les échanges directement. d'accord, ok, ça marche. Alors, si nous n'avons pas d'autres questions, je vais à nouveau vous remercier, vous souhaiter à toutes et tous une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous le 29 mars prochain, donc jeudi, dans une semaine tout pile, donc mardi prochain. Ah, attendez, est-ce que nous avons une dernière? Je vois des discussions arriver. Pour la première session de notre webinaire sur les carbones bleus, c'est notre cycle 2022 que nous entamons donc la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.